Alors, votre dernier ouvrage, Jean Abélané, Oui. c'est les dolmens et les menhirs. Alors, les gens ont peu connaissance en fait qu'ici, j'allais dire une phrase vulgaire, mais je suis un garçon un peu brut. Il y en a une chier. On Non, connaît Valmy, mais en fait, il y en a partout. Chaque village a sa pierre à peu près, ses dolmens. non, quand même, c'est ça toujours la montagne. Hein. C'est la plaine, dans la plaine, il n'y en a aucun. Ah, mais à pas ça, c'est pas. Ah, il y en a eu peut-être, est-ce qu'ils ont été de couper un morceau pour utiliser les pierres, je ne sais pas. Je me suis basé, moi, sur la toponymie surtout. on- Je me suis rendu compte déjà, quand j'avais trouvé enfin, mais quand j'ai commencé dès le début, ça c'est curieux, il y avait eu M. Poncy qui avait fait déjà un petit inventaire. C'est M. Poncy qui s'était intéressé déjà, oui. Ça paraît en 1950, vous voyez. D'accord. C'est une thèse d'un professeur de l'Université de Barcelone, Lluís Pericot, hein, Mhm. qui a fait los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica. Et alors là, pour le Roussillon, il passe en revue toutes les provinces de Catalogne, hein, seulement, et il a fait aussi un petit travail, tu vois, le Mediodía de France, le Roussillon, dans les Pyrénées orientales. Et M. Poncy lui avait fourni des plans de dolmen, une petite étude, d'ailleurs j'en ai ajouté parce qu'il y a et il y a des choses, je vous en parlais, avec des pierres gravées, hein, déjà en dolmen, qui étaient connues à l'époque, en 50, en 49, 48-49, hein, en poterie, etc. Et un petit inventaire. Alors, répertoire, et il y en a en tout. Il y avait le nom déjà. Il y avait le nom, l'endroit où ça se trouve. Mhm. Bon, M. Poncy, et ça fait 29, hein, 29 jusqu'en Vetch. 29 dolmens qui étaient connus. En réalité, je les ai repris les uns après les autres. Il y en a 4 de faux. Non, il faut les supprimer. C'est un nommé Margaille qui était instituteur à Oreya. Ouais. C'était le plus petit village, il y avait 60 personnes. Il n'y a plus personne maintenant parce que la plupart ont été tués à la guerre de 14. Hein. Bon, Joseph Margaille, hein. Il avait publié ça dans le bulletin de la Société archéologique française. Je les ai photographiés. J'y suis allé à l'endroit où il est indiqué. Ce sont des accumulations de pierres les unes sur les autres. Hein. Et ça n'a jamais été des dolmens. Ce sont ce qu'on appelle des chaos granitiques. Ah oui, d'accord. C'est pas des oris. Non, non, c'est pas des oris. Hein. Vous savez, quand vous avez un piton granitique à la longue, l'érosion, le granit est une roche très dure, mais en réalité, il a chez lui quelque chose qui est faible, c'est le feldspath et le mica, hein, qui est facilement attaquable par l'eau de pluie. D'accord. Ce qui fait que peu à peu, le chaos de Targazone est un exemple. Vous avez un tas de rochers les uns sur les autres, il n'y a pas de dolmen là-dedans. Non, c'est pas une cité inca, je veux dire. Oui, hein, ce sont des chaos. Et lui a pris ces chaos parce que ça fait comme un petit abri. Il n'y a rien. Moi, j'avais pris aussi l'abbé Ferré, qui était curé de Font-Romeu, m'avait indiqué un dolmen qui se trouve, il se trouve au sommet d'une montagne, et ça s'appelle, je ne sais plus le roc, je ne sais plus quoi. Hein. Et je dirais un dolmen, mais en réalité, c'est une affaire de chaos parce que c'est sur le granit. Hein, les dolmens étaient des tombes. Donc, il fallait mettre les gens sur la terre. Tandis que là, il y a celui de Font-Romeu, il y a 2 grands blocs énormes avec un autre grand bloc au-dessus. Ça fait une petite étroitesse, on peut à peine s'y glisser dedans. Et puis c'est sur le rocher. Ça n'a jamais été un dolmen, ça. Hein. Alors, Donc, il y en a 4 ou 5 qui sont. Alors là, tandis que moi j'en suis à presque 150. Hein. oui.
Ça fait quand même. Et alors, ce qui est amusant, c'est ça. C'est qu'avec Jean-Paul, quand on a commencé à s'intéresser à la préhistoire, première chose qu'on a fait, on savait qu'il y avait eu un dolmen, je ne sais plus où je l'avais vu, au-dessus de Serré, le col de, je ne me souviens plus maintenant, je perds un peu la mémoire. Et on est allé voir ce fameux dolmen de, attendez, il y a le nom là, la cabane, oui, la cabane del Moro. Hein? Ah, c'est pas au col d'Arc? Voilà, au col d'Arc, oui, c'est à Yoro, au-dessus de Yoro. Ah, d'accord. C'est le versant de... Et alors, on a trouvé ce... Maintenant, d'ailleurs, il est presque inaccessible parce que la commune a fait des travaux là-dessus. Ils n'ont pas touché le domaine, mais enfin, ils ont enlevé le tumulus, enfin, ils ont encore dépassé les pierres. Et alors, nous, on est allés là, avec Pull, et il se met lui aussi avec sa petite pioche, paf, on tombe sur une plaquette de schiste. Il l'a cassé d'ailleurs, il allait trop vite, et avec une hache polie. Hein? Et alors, M. Ponsic en avait pris une photo, et il a fourni cette photo à Pericote Gracia. Donc, c'est notre première trouvaille là aussi. J'étais tout à fait au début de ma préhistoire. Et puis, il y avait en plus, il avait repris ce qu'avait fait le commandant de Vaux, qui était un commandant aussi, il était originaire des Aspres. Il s'était intéressé à cette pierre-là, Jan Dolmen, avec des gravures, avec des croix. À l'époque, on disait, oh, c'est des croix chrétiennes. Non, ça n'a rien à voir. Hein. C'est des symboles certainement humains. Hein, ça représente des individus pour qui on offrait des offrandes, on faisait des libations sur les dolmens. C'est pour ça qu'il y a des rigoles. Hein. On doit verser un liquide. C'est pas des pierres de sacrifice, parce que non, pareil, avant, comme quand on découpe le roast beef, sur le côté il y a des rigoles. Non. Avant les premiers préhistoriens, on a peut-être fait comme les Gaulois, ils tuaient des gens pour les offrir hein. On imaginait que Non. On sait que les Grecs et les Romains avaient l'habitude de faire des libations aux morts. D'accord. Hein. On leur versait du lait, du vin, des liquides, hein, etc. On mettait une poignée de graines, de blé, d'olives, pour les nourrir. Ils ont encore d'ailleurs, dans certains pays d'Orient, ils ont l'habitude de porter des... Au Mexique aussi, pendant la fête de mort, on va les nourrir dans les cimetières. On va les nourrir comme s'ils avaient besoin de ça. Hein. Oui, il a ça aussi. Il a photographié. Ça, c'est une pierre d'Estagel. Hein. Ça a été trouvé à Estagel. Bon. Et à partir de là, évidemment, les dolmens, hein, chaque fois que j'ai pu... Alors, c'est surtout, ce qui m'a attiré, c'est que c'était les noms. La cabane del Moro, pourquoi le Moro? C'était l'envahisseur arabe à l'époque, c'est de Mauritanie, hein, les Maures. Bon, on avait donné ce nom. Dès qu'il y a une grotte del Moro, ou une cache del Moro, la cache, ça veut dire la caisse, donc la tombe. Et surtout le mot, dans les mots les plus anciens, l'arc. L'arc, c'est pas une arche comme ça, mais le mot arc, c'est d'abord la caisse. Hein. L'arche d'alliance, c'était une caisse que les Juifs portaient avec les tables de la loi dans une caisse. Hein. Ça se portait en procession. Bon. Un arc, c'est une caisse. Hein. Et alors, chaque fois qu'il y a une arc, et ça apparaît alors comme souvent, la plupart du temps, nos dolmens sont sur des lieux élevés. Il faut imaginer que les gens, à l'époque, hein, ils avaient besoin de l'eau. Donc, l'eau ne coule pas dans le sommet, elle est toujours dans les vallées. Donc, les premiers villages ont dû s'établir dans les vallées. Hein, les premiers agriculteurs. Maintenant, parmi eux, ils faisaient les deux. En même temps qu'ils travaillaient la propriété, enfin pas la vigne, il n'y avait pas de vigne encore, mais le blé, qui faisait des légumes, quelques légumes, hein, les pommes de terre n'existaient pas encore non plus. Enfin, ils travaillaient la terre pour nous se nourrir. Elles existaient, mais plus tard. Ce qu'on appellera plus tard le Nouveau Monde. Ah oui, ça, oui. Qui est déjà ancien, enfin passons. Oui, à l'époque, il n'y avait pas de contact encore. Mais surtout, ils avaient aussi l'élevage. Et alors, il y avait une partie d'eux qui élevait les moutons et c'était surtout sur les hauteurs. Les pâturages, tout ça, c'est surtout sur les hauteurs. Ce qui fait que les limites de village ont été presque toujours fixées sur les hauteurs, sur les crêtes. Une crête sert de limite naturelle entre un village d'un côté et un village de l'autre.
Et dans les textes du Haut Moyen-Âge, déjà, on voit apparaître dès le 9e siècle le mot arc. Alors, dès qu'il y a une arc, on peut être sûr qu'il y a une caisse. Ça a été pris comme une borne de limite. Ils ne plantaient pas des pierres. Ce n'est que plus tard qu'on a planté des pierres comme limite. Hein. Mais à l'époque, il y avait un dolmen, et plus tard, on a pris ça, au Moyen-Âge, on a pris ça comme limite des communes. Voilà. D'accord. Alors, J'ai fait tout un travail dans le bulletin, justement. Je parle de la, comment dirais-je, de la toponymie. J'ai fait toute la liste de ce qui apparaît. Et même, il y a encore des endroits où il y a des arcs que je n'ai pas retrouvés, mais qu'un jour ou l'autre, quelqu'un peut, ou qui ont disparu, c'est sûr. Hein. Il y en a qui ont été détruites. alors on a, par exemple, à Saint-Michel de Yotte, un alignement sur la colline de 3 dolmens. Oui, oui, ça arrive. Hein, ça arrive. On a aussi à Los Mazos. Voilà. Vous avez vu là. Hein. C'est-à-dire que j'ai dormi à Saint-Michel-de-Yotte dans le dolmen, dans un hamac, et mes parents habitent à Los Mazos. Voilà. Donc il y a toute une série comme ça. Il y a aussi la pierre des sorcières. Alors il y a aussi des pierres dressées. Par exemple à Passa, on a la pierre des sorcières. Où à Passa? Oui. Je sais pas. La Pedra de las Bruxas? Ouais. Il y a un dolmen? Non. Non, il n'y a pas de dolmen. Il me semble que c'est une espèce d'aiguille comme ça, de pierre. Ah, il se pourrait qu'il y ait un menhir des fois. Mais des fois, il faut se méfier parce que c'est les gens eux-mêmes qui ont dit... Ils font des farces comme ça. Hein? Oui. Ils dressent des pierres et ils disent que elles datent. Non, pas ça. Non, mais la pierre existe peut-être depuis l'époque romaine. Hein. L'époque romaine, ils ont aussi fait des bornes comme ça. Hein. Au moins, là-haut, en Cerdagne, il y a des choses que Pierre Camajou a publiées comme des menhirs. Or, ça jalonne toute une vieille route. Il y en a plusieurs. Il y a depuis le col qui se trouve au-dessus de Formiguère, là, au-dessus de Puy-Valador, le col. J'ai la mémoire. Alors, est-ce que vous êtes allé faire un tour entre le monastère de Saint-Père de Rhodes et Bilajuic, donc de l'autre côté de la frontière, où il y a la plus grande concentration d'Europe de dolmens et de menhirs? Je ne sais pas, oui, peut-être. Là, je ne suis pas allé. Ah, vous n'y êtes pas allé. Vous êtes resté en Roussillon. On est obligé de se limiter, sinon. Parce que dans l'Aude aussi, il y a des Laudes, dans l'Aude, il y a pas mal de noms avec arc. Mais jamais personne. Il y a Jean Guilain a fait un travail sur les dolmens, général plutôt. Il en a publié quelques-uns de l'Aude, mais il n'a pas fait une recherche. Lui était à Paris, hein, alors il a fait surtout des publications globales. Mais prospecter comme moi je l'ai fait, j'ai prospecté la moindre montagne de Roussillon. Hein. Dans lui encore il y a des coins où peut-être je ne suis pas assez allé. Hein. Mais il y en a pas mal, hein. J'en ai fait des crêtes, des montagnes. Vous êtes un marcheur. Ah oui. Parce que bon, on ne fait pas ça en hélicoptère. Le Canigou n'est rien pour moi. J'ai monté au moins 5 ou 6 fois. Oui, il parle de vous quand on va le voir. Ah oui? Il se souvient. Donc... Je suis allé au Carlite 3 fois, aussi 2 fois. Ouais. Donc ça, c'est une prospection qui s'est faite sur combien d'années? Toute ma vie. Donc les dolmens, les menhirs, la préhistoire, en fait, c'est toute une vie comme ça? Oui, c'est pour ça que tant que j'étais professeur, j'avais des congés, il y avait les vacances. Oui. J'occupais mes élèves. Combien de fois? Il y a Jacques Caïs qui habite ici à Rivesaltes. C'est un de mes anciens élèves, un des derniers. Hein. J'en ai un autre qui est décédé, le pauvre. Il est photographié sur un dolmen, là, il m'aide c'est au-dessus de... ce dolmen qui se trouve près de Batel, non pas de Batel, c'est dans le Conflans. Le mot maintenant ne me vient pas. Il y a un dolmen, si vous voyez, on est en train de remonter une dalle avec ce garçon, il avait 18 ou 19 ans à l'époque, c'était un de mes élèves. Et on remonte une pierre pour refaire le dolmen qui était... la dalle avait été rejetée sur le côté. D'accord. Hein? Il y en a beaucoup comme ça. Les bergers les ont beaucoup. Les bergers, ils savaient reconnaître les dolmens. Il y a par exemple un jour, un berger m'avait dit « Oh, il y a un dolmen quelque part » quand j'étais enfant. Enfin, il y avait un berger qui m'avait dit, un vieux berger, bien petit,
Il a attrapé un trésor. On a cherché un trésor. Et on a trouvé un taout. Il voulait dire un truc creusé, une tombe, un taout. Hein. Et on a retrouvé, on s'imaginait trouver un pot plein de louises, hein, un pot rempli De Louis. On a retrouvé. Bon. Alors, Quelle déception! Il m'avait dit ça, alors j'ai exploré cette région, je trouve un dolmen. Je trouve un dolmen, etc. Je commence à le fouiller, il avait été plus ou moins détruit. Et il passe avec son troupeau. Je dis, ah, je l'ai trouvé le dolmen. Ah, mais c'est pas ça, c'est plus loin. Il y en avait un autre. Il y en avait 3 à cet endroit. Comme à Saint-Michel de Le Lyotte. taout, Ouais. le taout, celui qu'il avait, il appelait le taout, c'est un dolmen, il y avait des caissons, il était plus ou moins fichu. Il y avait un beau tumulus, il y a encore des pierres plantées dedans. Et il y avait certainement un bloc qui avait été soulevé, une dalle qui avait été soulevée, et certainement pour servir de couvercle. Ils ne l'ont jamais mise, certainement. Ils n'ont pas eu la force, je n'en sais rien. Mais je lui ai montré un peu ce que... J'ai tamisé toute la terre. Il y avait les déblais, de leurs déblais, ils avaient mis de la terre comme ça. Il y avait une pointe de flèche en silex, qu'ils n'avaient pas vu, évidemment. Pour moi, c'était le trésor. J'en ai trouvé 5 là, dans ce dolmen. Hein. Et il y avait des cupules sur les rochers aux environs. Pour les libations, donc. Oui, oui, pour les libations. Vous voyez, comme quoi, les dolmens, il faut, d'appeler le nom de Dieu, il faut. Et puis, les bergers étaient quand même, à l'époque, c'était encore des bergers catalans. Je me souviens d'un jour, j'étais à Tuire-des-Vols, il y a Évol au-dessus d'Olette, et à Tuire-des-Vols, c'est un peu plus haut, petit village, il y avait les personnes qui étaient plus ou moins groupées là. Il y avait 2 ou 3 hommes et 2 ou 3 personnes. Je pense qu'ils étaient en train de discuter. Alors moi je me suis approché, je lui ai dit, excusez-moi, est-ce que vous connaissez bien la région? Est-ce qu'il n'y a pas des noms de lieux, des lieux où on dit qu'il y a des tombes, des choses comme ça? Oh, les ouvres, non. Ou bien des pierres qui ont un nom? Non. Et il a dit, mais si, le roc de les Escudeias. Le roc des Escudeias. Ah oui, le roc des Escudeias, c'est vrai. Ouais, c'est le roc des Escudeias. Le rocher aux écuelles. Hein? Elle m'a indiqué où c'était. Alors c'est un dolmen, pas un dolmen, c'est un affleurement de schiste. Et le sommet, il y avait du schiste, il y avait les dalles, il y avait plein des écuelles comme ça. Et ça domine la vallée d'Olette, des vols et tout, c'est bien placé. Et tout le long de la crête, j'ai trouvé des pierres à cupules avec des croix aussi. Je me suis dit, il doit y avoir un dolmen, il doit y avoir un dolmen. J'ai exploré tout ce coin, je ne l'ai pas trouvé. Et puis un jour, en regardant la carte d'état-major, j'ai vu en bas de ce roc de la Escudeias, dans le village d'à côté, il y a une fonte de l'arc, une fontaine de la caisse. Et ça, je ne suis pas allé depuis. C'est des jeunes qui pourront y aller, parce qu'il faut remonter dans ces montagnes. Mais il doit y avoir, le dolmen doit être la fonte de l'arc, sur une petite éminence, pas tout à fait en haut, où il y avait la route de les Escudeias, mais certainement sur la crête, puisque je trouvais des pierres à cupules et pas loin. Est-ce qu'on travaille sur carte? Est-ce qu'on va faire beaucoup. Les archives aussi? Les cartes, les archives, non, je me suis suivi surtout des archives qu'avait publié M. Poncy, le nom de lieu. Puis il y a aussi quelque chose de précieux, c'est le... Comment il s'appelle, monsieur... Je l'ai connu, mais il est décédé. Il a fait ça. C'est précieux, ça, si tous les départements l'avaient. Oui. La toponymie historique de Catalogne Nord. D'accord. Ça a été publié aussi par Gual, là, qui a publié ma thèse. D'accord. Alors là, tous les villages sont passés au crible. Oui. Tous les villages, par exemple, Alenia. Alenia, la première mention en 904. Il a utilisé les archives de M. Poncy, et puis parce qu'il y en a d'autres qui ont travaillé sur les archives. Ça s'appelait à l'origine Alignanum. En 1385, c'est devenu Alagnano. Au XVIIIe siècle, c'est devenu Alenia. Alors, il essaie d'expliquer d'où vient le mot. Ça, c'est intéressant.
suis beaucoup servi du grec, c'est Centre d'études rossionnaises catalanes, hein, le CERCA. Ah oui, c'est important, l'étymologie, les noms de lieux. Alors, ce qui est dommage maintenant, oui, du côté de Rayeux, j'étais avec Véronique, on a vu un berger qui passait. Alors je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous connaissez tel lieu, tel lieu? Non, non, c'est un Portugais. Ah oui, évidemment. Il n'y a plus de bergers catalans maintenant. Hein? Il n'y a plus de bergers catalans, c'est vrai. Il y en a, alors quand j'ai fait un bouquet aussi sur les légendes, parce qu'en même temps, je me suis intéressé aux légendes du Roussillon. Ça a eu du succès puisque c'est la 3e édition. Ah d'accord. Ça a eu du succès. Hein. C'est chez qui, la maison d'édition, Trabucaire ou... Trabucaille. Hein. Ah, c'est toujours Trabucaire. Ouais, éditorial Trabucaille. Lieu et légende du Roussillon de Pyrénées catalanes. Puisque je connaissais le nom de lieu, on m'a raconté un tas d'histoires sur des histoires de brouches, des histoires de robe. J'ai fait tout un travail là-dessus. Et c'est à la fois scientifique, hein, Trabucaille, oui, tout ça. Et la Vierge et les anges et les saints, par exemple, le taureau. Hein, le taureau, hein, le grand apôtre de Saint-Martin, il y a des roches Saint-Martin, Saint-Christophe, hein, etc. Saint-Quentin. Hein. Alors, les Mykolos et géants, hein, par exemple, la Jeanne de Luz, enfin, c'est des histoires de diable, l'histoire de diable, de bruches, les encantades, hein, les encantades. Puis les immortels, le roc du frère, l'homme mort, la donne morte. Il y en a, quand c'est dans l'étymologie, qu'est-ce qu'il y a eu? Il peut y avoir eu quelqu'un qui est mort, mais aussi, il se peut très bien qu'ils aient trouvé un dolmen. Hein. Ils ont pensé que c'était une femme, s'ils ont trouvé des perles ou des choses comme ça. Alors, vous connaissez le latin, le grec, oui, mais le roussillonnais, je suppose. Ah, oui, le catalan. Oui. Pour le catalan roussillonnais. Je ne le parle pas parce que dans la famille, mon père et ma mère à Ponteilla, tout le monde parlait catalan. Mon grand-père était maréchal Ferrand. Et le maréchal Ferrand, c'était là où on ferrait les chevaux. C'était sur la place de Ponteilla, là, en bas, près de la route. Et c'était le lieu de réunion des hommes. Ils étaient tous là. Je me souviens quand ça sentait la corne brûlée, hein, quand ils ferraient les chevaux. Mais tout le monde parlait catalan. Maman parlait catalan. Mais à Ponteilla, à Rivesaltes, mon père avait été à l'école des frères là. Il écrivait très bien le français, sans faute, ma mère aussi d'ailleurs. Mais entre eux, ils parlaient catalan, pour tout ce qui concernait la vigne, etc. Et quand ils s'adressaient à Louis et Pierrot qui s'occupaient de la vigne, ils leur parlaient catalan. Et nous qui étions à l'école, nous parlaient français. Ce qui fait que j'ai du mal à parler le catalan, enfin, je sais dire des mots en catalan. Podem parler en catalan, podem faire une interview així, o què? Mais tenir une conversation, ce sera moitié français, moitié catalan. D'accord. Georges encore moins. Georges, comme je me suis intéressé aux histoires en catalan, je les ai quand même... oui, non, mais c'est un outil de travail, c'est un outil de travail. J'ai fait l'espagnol aussi. On avait, comme langue vivante, on avait l'espagnol. D'accord. Pas d'anglais. Je ne connais pas le mot d'anglais, sauf yes, non. Et puis les mots qu'on fait en français, là, on emploie des mots lorsqu'on a des mots français. Ça me fait râler quand les gens ils parlent du suspense. Alors que c'est le mot français suspens, les Anglais nous l'ont pris. Hein, laisser quelque chose en suspens, on ne sait pas ce qui va arriver, on est en suspens, mais ce n'est pas du suspense. Ça me fait colère quand j'entends tous les gens qui emploient le mot suspense. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de sources d'énervement. Oui. On va faire une pause et on va se retrouver après.